Donc en fait, je vais résumer le texte que j'ai écrit, dans lequel j'ai intégré un commentaire en fait de cet article d'Arnaud Boinich sur Bergson, et ensuite je vais essayer de présenter un petit peu ce que j'ai fait dans la première partie de ce texte. Et puis j'aurai pas le temps de présenter le reste, mais peut-être que si pour ceux que ça intéresse, vous pourrez lire l'article. Et voilà, à la fin, j'aimerais bien aussi poser 2 questions sur la conception bergsonienne de la matière et sur le rapport entre le rêve et la perception chez Bergson, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je le ferai peut-être dans la discussion. Donc dans ce texte, j'ai essayé de penser le rôle que pourrait jouer le cinéma dans les rapports entre intelligence et intuition chez Bergson, à partir notamment d'un article d'Arnaud Boinich sur le mécanisme cinématographique de la pensée. Donc dans l'évolution créatrice, Bergson présente l'intelligence et l'intuition comme 2 modes de connaissance, 2 manières d'appréhender la réalité. L'intelligence voit pour agir, son domaine est l'action, alors que l'intuition voit pour voir, son domaine est la spéculation. Dans le 4e chapitre, Bergson propose de penser le fonctionnement de l'intelligence par analogie avec le mécanisme cinématographique. Arnaud Boinich, dans son article, suggère de rapprocher ce mécanisme cinématographique de la pensée du schématisme de notre entendement, identifié par Kant dans le 1er chapitre de l'analytique des principes dans la critique de la raison pure. Le schématisme constitue pour Kant l'opération qui permet aux catégories a priori de l'entendement de se réaliser dans ou de s'appliquer aux intuitions sensibles pour rendre possible l'expérience. Il décrit cette opération comme un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine, dont nous arracherons toujours difficilement les vrais mécanismes à la nature pour les mettre à découvert devant nos yeux. Arnaud Boinich suggère dans cet article que l'appareil cinématographique constituerait cette invention technique en laquelle viendrait se refléter le fonctionnement de l'intelligence, celui-ci se révélant dans une sorte d'objectivation de lui-même dans l'appareil, en permettant à l'intelligence de saisir le spectacle de ses propres opérations. Donc ce rapprochement entre la doctrine kantienne du schématisme et l'image bergsonienne du mécanisme cinématographique de l'intelligence invite à envisager avant tout ce mécanisme cinématographique comme un certain mode de connaissance du réel qui a sa légitimité et sa fonction propre, et non seulement comme une source d'illusion, bien que ce soit ainsi qu'il soit présenté par Bergson. Plus précisément, le mécanisme cinématographique de la pensée, en révélant le caractère doublement schématisant de l'appareil de la connaissance, permettrait, selon Arnaud Boinich, d'articuler ce qui, dans la théorie kantienne, est disjoint, à savoir une logique de la connaissance et une logique de l'apparence ou de l'illusion, dans la mesure où chez Bergson, il n'est pas possible de comprendre comment ce cinéma de l'intelligence est producteur d'illusions sans comprendre comment il est aussi et d'abord un certain mode de connaissance du réel. En effet, en permettant un réglage des formes de l'intelligence sur la réalité perçue, le mécanisme cinématographique de la pensée semble avoir une fonction médiatrice analogue à celle du schématisme kantien, là où celui-ci permet la constitution d'une réalité empirique qui puisse faire l'objet de la connaissance, celui-là permet la constitution d'un réel qui puisse devenir objet d'action. Et on pourrait ajouter que dans les 2 cas, le schématisme comme le mécanisme cinématographique témoigne de la nécessité de prendre en compte le rôle de l'imagination dans la connaissance intellectuelle. Mais ce rapprochement entre la théorie du schématisme et l'image du mécanisme cinématographique semble aussi révéler les écarts entre les perspectives de Kant et de Bergson. En effet, le problème que la théorie du schématisme est censée résoudre, à savoir celui de l'application des concepts purs de l'entendement à la matière des intuitions sensibles, ne peut pas se poser en ces termes pour Bergson, et cela en raison même de l'instinct cinématographique, qui révèle justement l'adaptation réciproque entre intellectualité et matérialité, et semble remettre en question l'opposition entre forme a priori et réalité empirique. De plus, le schématisme, en tant que procédé qui permet au sujet transcendantal de constituer l'expérience qui fait l'objet de sa connaissance, limite par là même le champ d'application de cette connaissance au phénomène, que Kant distingue de la chose en soi. Or, il semble que l'instinct cinématographique, en révélant les habitudes contractées par l'intelligence dans sa genèse, témoigne à la fois de leur effectivité dans une partie de la réalité elle-même, mais aussi de la nécessité de les dépasser. Le schématisme de l'entendement et le mécanisme cinématographique de la pensée ont donc à la fois des fonctions et des conséquences différentes dans les pensées de Bergson et Kant. C'est ce qui explique que s'ils engagent les 2 auteurs à revendiquer une discipline de l'entendement, comme le note Arnaud Boinich, cette discipline ne prend pas le même sens dans les 2 cas. Prenez plus doucement parce qu'on ne peut pas suivre. Prenez votre temps. Ouais, mais d'accord. Prenez votre temps. Donc,
Ouais. D'accord. Donc, voilà, donc c'est cet écart entre... Enfin, cette différence entre les fonctions de la théorie du schématisme et de l'image du mécanisme cinématographique dans les pensées de Kant et de Bergson semble pouvoir expliquer que si les deux auteurs vont être amenés à revendiquer une discipline de l'entendement, cette discipline ne prend pas le même sens dans les deux cas, puisque là où chez Kant, le schématisme invite à limiter la spéculation à la connaissance intellectuelle de l'expérience, chez Bergson, la mise au jour de l'instinct cinématographique ouvre la possibilité d'un mode de connaissance spéculatif mais non intellectuel qu'il définit sous le nom d'intuition. Alors que l'intelligence, en raison de son caractère cinématographique, ne peut appréhender que du dehors un réel préalablement symbolisé ou figuré, et donc spatialisé, immobilisé et passé, la connaissance intuitive devrait, selon Bergson, permettre au sujet de coïncider immédiatement avec une réalité en train de se faire, d'appréhender de l'intérieur une continuité de changement qui caractérise la durée concrète selon Bergson. Or, la perception d'un film cinématographique pourrait s'apparenter à cette intuition de la durée revendiquée par Bergson, à la fois du point de vue du mode de connaissance et de l'objet de cette connaissance. Bon, même si c'est un peu abstrait de poser les choses comme ça, on pourrait dire que du point de vue du mode de connaissance, le visionnage d'un film peut être considéré comme un mode de connaissance intuitif, puisque si l'on envisage la perception de l'objet temporel que constitue le film comme une coïncidence du temps de la conscience qui perçoit le film avec le temps du film lui-même, il semble bien que percevoir le film revienne nécessairement à coïncider avec lui et à le saisir immédiatement ou directement, et non pas du dehors. Ensuite, du point de vue de l'objet appréhendé, le film pourrait s'apparenter à une réalisation de la durée concrète, dans la mesure où, en tant qu'objet spatio-temporel cette fois, tout en s'écoulant temporellement, il donne à voir l'écoulement du temps comme une continuation du passé dans le présent, à travers des processus de condensation ou de narration. Surtout, il pourrait permettre au spectateur de se ressaisir lui-même comme un présent qui dure, en lui permettant d'actualiser ses souvenirs à travers les images projetées et de fabriquer ainsi ses propres rêves, qui ne sont autres pour Bergson qu'un retour du passé s'actualisant et se matérialisant dans des sensations visuelles et auditives présentes, retour qui devient possible seulement si l'activité de la mémoire est détachée des exigences de l'attention à la vie, ce qui semble être le cas dans une salle de cinéma. Le spectacle cinématographique, à condition qu'il devienne spéculation, pourrait alors convertir l'instinct cinématographique nécessaire à l'action. Mais cela reviendra à reconnaître que la durée n'a pu apparaître qu'en se réalisant en image, que la propre durée du spectateur n'a pu être appréhendée qu'à travers celle d'un autre, et que la vision directe de la réalité que revendique Bergson n'a été rendue possible que grâce à une reproduction artificielle devenue représentation artistique. Donc il s'agissait en fait, dans un premier temps, il s'agissait de comprendre ce que nous révélait le fonctionnement de l'appareil cinématographique du fonctionnement de l'intelligence et de voir pourquoi, selon Bergson, ce mécanisme cinématographique de la pensée peut être source d'illusions. Ensuite, il s'agissait de comprendre dans quelle mesure le mécanisme cinématographique pouvait constituer un mode de connaissance du réel et s'apparenter à cet art caché du schématisme évoqué par Kant, tout en montrant que le passage du schématisme au mécanisme cinématographique impliquait une nouvelle conception du statut de la connaissance intellectuelle et de ses limites. Et dans le dernier temps du texte, j'essayais de comprendre pourquoi et comment Bergson envisageait le dépassement de cette connaissance intellectuelle. Et il s'agissait alors d'essayer de comprendre l'intuition comme une conversion de l'instinct cinématographique de la pensée entre l'expérience ordinaire toujours imprégnée d'intelligence et l'expérience du film cinématographique. Donc si je sais pas, j'ai pas regardé le temps du coup, mais vous avez un quart d'heure. Ok. Donc du coup, je vais essayer de revenir sur la première partie de faire un résumé en fait de la première partie du texte. Donc tout d'abord, comment comprendre l'analogie entre le fonctionnement de l'appareil cinématographique et celui de l'intelligence? Alors cette analogie tient chez Bergson à la manière dont le cinéma reproduit le mouvement sur un écran à partir d'images fixes
qui est comparé par Bergson à la manière dont l'intelligence tente de penser le mouvement, le devenir ou la durée, qui sont toujours des actes en progrès en train de se faire, que l'intelligence va tenter de penser à partir de vues prises sur ces flux ou ces écoulements. Donc au cinéma, pour reproduire une scène animée telle que le défilé d'un régiment sur un écran, Bergson nous dit que le procédé cinématographique consiste à prendre une série d'instantanés sur le régiment en mouvement, dont chacun représente le régiment dans une attitude immobile, puis à reconstituer la mobilité du régiment grâce au déroulement de la bande cinématographique qui amène tour à tour les diverses photographies de la scène à se continuer les unes les autres. Donc pour faire voir la mobilité du régiment, le mécanisme cinématographique a dû substituer au mouvement singulier et réel de chacun des individus l'invisible mouvement de la bande cinématographique. Les divers mouvements continus, hétérogènes et imprévisibles ont d'abord été représentés sous forme d'unités discrètes et spatiales, les photographies, puis ils ont été reproduits ou imités à partir de ces images fixes grâce au mouvement uniforme et homogène de la bande cinématographique. Ce que décrit ici Bergson pourrait donc s'apparenter à un processus de grammatisation, au sens où dans sa description du mécanisme cinématographique, on assiste à une discrétisation ou une décomposition d'un flux temporel qui permet ensuite sa reproduction et a posteriori sa visualisation. Selon Bergson, notre connaissance visuelle procède elle aussi par décomposition et recomposition, et donc peut-être par discrétisation et reproduction, dans la mesure où elle prend des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe, à partir d'un point de vue extérieur à cette réalité, et elle enfile ce que Bergson appelle des notations partielles, le long d'un devenir abstrait, uniforme, invisible, situé au fond de l'appareil de la connaissance. Donc, ça signifie que, par exemple, pour penser la mobilité, l'intelligence va la décomposer d'abord en différentes positions immobiles, puis va tenter de la comprendre comme le passage d'une position à une autre. Mais si elle s'applique à penser ce passage lui-même, qui est censé être la mobilité, elle sera contrainte de le décomposer à nouveau en différentes positions, et cela à l'infini. Donc la mobilité lui échappera toujours. De même, pour penser le devenir, l'intelligence le décompose d'abord en état figé, puis le définit comme le passage d'un état à un autre, mais si elle tente de penser ce passage, elle devra de la même façon le décomposer à nouveau en divers états, si bien qu'elle ne l'atteindra jamais. L'intelligence se révèle ainsi incapable de penser la mobilité réelle, qui ne s'arrête jamais de passer et ne connaît pas d'immobilité ni de position, ou encore le devenir réel, qui est un changement continu, une évolution temporelle au sein de laquelle le passé se prolonge dans un présent toujours nouveau, mais qui jamais, selon Bergson, ne se stabilise en un quelconque état. Bon, enfin, voilà. Réellement, jamais il se stabilise. Donc le devenir que l'intelligence croit saisir n'est en fait qu'une simple abstraction qu'il demeure impossible de déterminer ou de se représenter intellectuellement sans recourir à une nouvelle décomposition. De même que pour que l'appareil cinématographique puisse reproduire du mouvement à partir de photographies, il est nécessaire que le mouvement de la bande demeure caché dans l'appareil. De même, pour que l'intelligence croit pouvoir penser le devenir à partir d'états, il est nécessaire que ce devenir général demeure une idée obscure et inconsciente, dans la mesure où si l'intelligence le pensait, elle se verrait elle-même régresser à l'infini et s'apercevrait qu'elle s'illusionne en croyant pouvoir penser l'instable par l'intermédiaire du stable ou le mouvant par l'immobile. Bon, mais on pourrait s'interroger sur ce qui pousse l'intelligence à tenter de penser le devenir à partir d'états, alors même qu'une telle tentative implique, selon Bergson, la proposition absurde selon laquelle le mouvement est fait d'immobilité. Il semble que si l'intelligence ne puisse penser le mouvement qu'à partir d'immobilité, c'est qu'elle prend, nous dit Bergson, les immobilités qu'elle saisit sur le mouvement pour des immobilités réelles, alors même qu'elles ne sont que des immobilités virtuelles. Donc, en fait, il s'agit ici de voir que l'intelligence croit saisir des parties du mouvement lui-même, alors que ces positions ou ces états ne sont que des arrêts possibles imaginés par nous du dehors le long de la continuité d'un progrès. L'illusion revient à prendre des éléments issus, donc pour l'intelligence, l'illusion revient à prendre les éléments issus de son analyse du réel pour des parties composantes de ce même réel, ce qui l'amène à vouloir reconstituer ce réel à partir de ces éléments qui n'en font en fait pas partie. De même que les photographies du mouvement qui servent à produire le film, Bergson écrit que les états ou les positions que l'intelligence isole sur le devenir ou sur la mobilité correspondent à un certain point de vue sur l'objet et à un certain mode de représentation. En effet, dans l'introduction à la métaphysique, il montre bien que pour être décomposés en éléments distincts, le mouvement et le devenir réel ont dû être représentés. Les positions à travers lesquelles l'intelligence tente de penser le mouvement ne sont pas des parties du mouvement, mais des points de la ligne ou de la trajectoire du mouvement tracé dans l'espace.
De même, l'état psychologique isolé n'est pas une partie du moi réel, qui n'est que durée psychologique, continuité d'écoulement, mais Bergson le décrit au contraire comme un croquis, comme un aspect élémentaire auquel on s'est intéressé spécialement et qu'on a pris soin de noter. Dans le cas du mouvement extensif, comme dans le cas de la durée psychologique, il semble s'agir de montrer que la décomposition du flux temporel n'est pas dissociable de la production d'une image ou d'une trace de ce flux, à partir de laquelle seulement les arrêts ont pu être imaginés ou les points de vue ont pu être pris. Si, dans le cas de la connaissance intellectuelle du mouvement, on a affaire à une représentation figurative à travers la trajectoire spatiale, alors que dans le cas de celle du devenir psychologique, il s'agit d'une représentation abstraite et symbolique à travers les concepts du langage, il est frappant de remarquer que Bergson décrit à chaque fois les vues que l'intelligence prend sur l'écoulement psychologique comme des notations, des croquis, des notes ou des dessins, comme pour rappeler à l'intelligence le geste technique de production d'images discrètes qui a rendu possible l'abstraction et l'analyse. Donc à chaque fois, il semble que Bergson assigne au dessin comme au concept la même fonction, à savoir celle d'une image artificielle qui a pour rôle de figer, de retenir et de conserver un écoulement temporel et de permettre ainsi à l'intelligence de se placer hors de cet écoulement, de l'extérioriser afin de pouvoir l'analyser et le penser. Donc les concepts du langage, comme le dessin, semblent ici s'apparenter à des supports techniques de mémoire qui deviennent des traces de passé pour une conscience qui les aperçoit et interprète ce qu'elle aperçoit à la lumière de ce qu'elle se remémore. Je cite Bergson. Il s'agirait alors de rendre visible, dans le cas de l'intelligence, ce qui était clair dans celui du cinéma. Les photos ne sont pas confondues avec le mouvement réel, car entre le mouvement et les images fixes, on situe clairement le procédé technique de la photographie, le procédé de production d'images est apparent. Au contraire, cela ne semble pas être le cas lors du fonctionnement de l'intelligence, qui ne semble pas voir que pour décomposer le mouvement, elle a dû l'écrire dans l'espace, que pour décomposer le devenir, elle a dû le décrire dans la langue. Du coup, elle ne saisit pas le caractère artificiel de ces imitations et finit par prendre les expressions partielles de la réalité pour des parties composantes de cette réalité, des fragments de symboles pour des fragments de choses. Révéler le mécanisme cinématographique de l'intelligence reviendrait en ce sens non pas seulement à montrer l'intelligence comme une puissance de décomposition et de recomposition du réel, qui juxtapose des parties dans l'espace au lieu de saisir une continuité temporelle, mais aussi à dévoiler la production d'images à l'œuvre dans cette décomposition elle-même, et donc le rôle conjoint de l'écriture et de l'imagination dans la connaissance intellectuelle. Si l'intelligence ne peut saisir un acte en progrès ou une durée concrète, c'est que pour connaître, elle doit figer le mouvement en une ligne ou le devenir en un mot, ce qui revient nécessairement à convertir le mouvement se faisant en trajectoire effectuée ou le devenir s'écoulant en état écoulé, et donc à laisser s'échapper le présent qui dure en le constituant en passé. Donc Bergson va décrire cette trace du passé comme un schéma afin de souligner la double perte qu'implique pour lui ce passage d'un réel temporel à sa représentation artificielle. D'abord la perte de la simplicité ou de la continuité de l'acte en progrès et son remplacement à travers ces traductions symboliques par une juxtaposition de choses ou d'états dans l'espace. Le schéma serait donc ici à entendre au sens d'une figuration imagée, d'une représentation d'une réalité préexistante. Puis deuxième perte, la perte de la singularité et de la spécificité de cet acte, exprimée à l'aide de termes connus et communs qui empêchent d'envisager ce qui lui appartient en propre, tout en le rendant comparable à d'autres actes distincts, essentiellement distincts, mais exprimés de la même manière par le même artifice. Donc le schéma serait ici à entendre au sens d'une généralisation et d'une simplification. Si Bergson parle de schéma dans l'introduction à la métaphysique, c'est donc bien qu'il interprète cette transformation comme la substitution d'un original par sa copie et présente la traduction intellectuelle comme une trahison du réel. La schématisation qui permet de transformer le présent qui dure en passé correspond à un passage du continu temporel au discret spatial, du concret à l'abstrait, du singulier ou du propre au commun ou au général. Mais le problème est que cette trahison est ici première, elle est la condition même du fonctionnement de l'intelligence. En effet, Bergson ne condamne pas la substitution de l'original par sa traduction. Ce qui est critiqué, c'est plutôt la confusion entre l'original et sa traduction, qui conduit soit à chercher l'original dans la traduction où il ne peut naturellement pas être, à saisir la durée au moyen de concepts intellectuels, par exemple, soit à nier l'original sous prétexte qu'on ne le trouve pas dans la traduction. Donc, ouais. En effet, Bergson ne dénonce nullement le caractère illusoire ou trompeur de ces schémas.
La représentation spatiale du mouvement est nécessaire à sa compréhension géométrique, de même que la représentation abstraite d'états mentaux est nécessaire au développement de la science psychologique. Sans de telles images, aucune science ne serait possible et le mouvement extensif, comme le devenir psychologique, serait à jamais resté dans l'obscurité. Les artifices du dessin ou du langage qui révèlent, enfin ici c'est l'exemple du dessin ou du langage, mais c'est pas du tout les seuls, mais ces artifices qui révèlent en dénaturant sont à la fois ce qui montre et ce qui masque les instruments de la connaissance et ses limites. Donc l'illusion de l'intelligence ici serait celle d'un spectateur qui, n'étant jamais sorti de la salle, prendrait les images projetées pour des images réelles, mais la connaissance intellectuelle n'est pas autre chose que ces images projetées elles-mêmes, comprises cette fois comme des productions artificielles. Donc au cinéma comme dans l'intelligence, c'est seulement par l'intermédiaire d'une production artificielle d'images que le mouvement peut être observé ou que le devenir peut être pensé. Le fait de révéler le mécanisme qui permet de passer de l'obscurité à la lumière ne sert pas à faire de ce qui est éclairé une apparence trompeuse, mais simplement à révéler ce qui a dû rester dans l'ombre lors de la projection. L'illusion ne tient donc pas dans le caractère artificiel de l'imitation cinématographique, mais dans l'ignorance du caractère artificiel de cette imitation qui conduit à la prendre pour ce qu'elle n'est pas, à savoir la totalité de la réalité ou bien sa saisie absolue. Si le fonctionnement de la connaissance peut être pensé comme celui du cinématographe, il semble que l'on pourrait envisager aussi le statut des productions de ces deux appareils de la même manière, dans la mesure où le savoir intellectuel ne peut être considéré à l'issue de ces remarques ni comme une apparence, le savoir intellectuel en tant qu'il s'applique à la réalité perçue, mais ça c'est ce que j'explique ensuite. Mais du coup, cette connaissance ne pourrait être considérée ni comme une apparence fallacieuse, ni comme une réalité absolue. Or, c'est bien cette alternative conceptuelle entre réalité et apparence, vérité et illusion, que le film remet en question, en montrant des événements imaginaires réellement joués ou en présentant des fictions capables de dire du vrai. De plus, le film est à la fois bien réel, c'est-à-dire qu'il n'est pas une illusion ou une apparence, puisque pour être vu, il doit faire partie de la réalité. Mais il n'en est justement qu'une partie, et non pas toute la réalité, puisqu'en tant qu'artifice, il a été produit par une réalité qui n'est pas lui et qui le précède. Et on pourrait penser que c'est cette partie de la réalité dont il est issu qu'il reproduit artificiellement, puisque ce sont bien les mouvements réels qui ont permis sa production que le film projette sur l'écran. C'est d'ailleurs ce qui devient flagrant quand le film montre le tournage d'un film ou quand le réalisateur se reproduit lui-même à travers un personnage en train de réaliser. Donc, en ce sens, l'image du film inviterait à penser la connaissance intellectuelle ni comme une apparence, ni comme un absolu, mais comme la partie d'une réalité qui la dépasse, dont l'intelligence est elle-même issue et qu'elle ne peut que reproduire et non saisir en totalité. L'image du film inviterait donc, une telle conception du savoir intellectuel semblerait donc conduire à deux questions. La première question, c'est que si l'intelligence peut avoir une effectivité dans le monde et rendre possible une science, il semble nécessaire de se demander comment la production d'une imitation artificielle peut permettre l'établissement d'une connaissance. Et donc ça, c'est ce qui implique d'envisager le rapport de l'intelligence à la perception, afin de comprendre comment le mécanisme cinématographique permet un réglage de l'intelligence sur la réalité perçue. Donc c'est ce que j'essayais de faire dans la deuxième partie de ce texte. Et la deuxième question qui pourrait se poser, c'est que si néanmoins le fait de connaître intellectuellement conduit d'emblée à masquer artificiellement, il semble nécessaire de se demander s'il est possible de dépasser le fonctionnement cinématographique de la pensée pour mettre en lumière ce qu'il a laissé dans l'ombre. Et donc là, c'était le rapport de l'intelligence à l'intuition qu'il faudrait interroger afin de comprendre en quoi consiste cet effort pour remonter les habitudes cinématographiques et échapper aux tendances intellectuelles de la pensée. Donc c'est ce que j'essayais de penser dans la troisième partie. Et voilà, simplement pour conclure, donc le fait de décrire l'intuition comme une coïncidence immédiate ou une vision directe du réel pouvait sembler problématique à partir du moment où l'on reconnaît que le fonctionnement cinématographique de la pensée est premier, indispensable et inévitable, au point que Bergson parle d'instinct cinématographique. Si l'intelligence est naturellement artificielle, et que l'intuition n'est ni infra-intellectuelle ni supra-intellectuelle, mais correspond à une conversion de l'intelligence,
Il semble tentant de la comprendre non pas comme un retour à l'original, mais comme un retournement artistique de l'artifice qui est toujours à la fois le moyen et l'obstacle de la connaissance. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.